À l'aube, plus de 12 convois lourds traversent une ville habituée aux coupures. Un réseau qui chancelle depuis des années voit arriver, escorter et protéger des machines inhabituelles, puis disparaître derrière des portails scellés, sans communiquer. Alors, que signifie ce mouvement discret pour ceux qui surveillent l'avenir énergétique sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, entre espoir prudent et méfiance? Une crise chronique semble soudain glisser vers un chantier possible, fragile et déjà stratégique. Ce récit avance une promesse claire, relier des signes dispersés pour comprendre ce qui se joue réellement derrière ces convois silencieux. Il s'agit de transformer des images isolées, filmées à l'aube ou au crépuscule, en une lecture cohérente de la trajectoire énergétique du Burkina Faso. Pour le lecteur, l'enjeu est concret. Saisir en quelques minutes ce qui pourrait redéfinir la stabilité quotidienne, l'activité économique et les équilibres régionaux. Les enjeux dépassent la technique. Une électricité instable fragilise les industries, ralentit les ateliers, met les hôpitaux sous tension permanente et enferme des villages entiers dans un cycle d'adaptation précaire. Chaque convoi observé, chaque site restreint agit comme un révélateur. Soit le pays reste prisonnier de solutions temporaires, soit il amorce une rupture structurelle. Dans ce contexte, la posture d'Ibrahim Traoré pèse lourd. Ses choix, ses silences et ses priorités orientent la manière dont ces signaux sont interprétés, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comprendre cette dynamique, c'est mesurer ce qui pourrait changer, pour qui et à quel prix, si l'ombre des coupures commence réellement à reculer. Les premiers indices convergent plus vite qu'attendu. En une seule semaine, plus de 12 convois lourds ont été identifiés par des habitants, filmés à l'aube et au crépuscule, suivant des itinéraires répétitifs vers des zones désormais restreintes. Cette fréquence inhabituelle, dans un pays où chaque réparation énergétique est normalement annoncée, a immédiatement signalé un changement de méthode. Ce n'est pas un mouvement isolé, mais une séquence. Pour comprendre pourquoi ces images ont provoqué un tel écho, il faut revenir au contexte structurel. Le Burkina Faso vit depuis des années sous une contrainte électrique chronique. Moins d'un quart de la population bénéficie d'une alimentation réellement stable, ce qui signifie que la majorité du pays s'organise autour de générateurs improvisés, d'horaires réduits et d'interruptions constantes. Les entreprises adaptent leur production, les hôpitaux jonglent avec des systèmes de secours fragiles et les écoles rurales dépendent d'un ensoleillement incertain pour prolonger l'apprentissage. Dans ce paysage, toute machinerie lourde attire l'attention. Ce qui distingue ces convois n'est pas seulement leur taille, mais leur mise en scène. Aucun communiqué ministériel, aucune conférence de presse, aucun discours préparatoire, contrairement aux usages observés pour les projets solaires ou thermiques. Les machines arrivent, sont escortées, puis disparaissent derrière des portails scellés. Ce silence crée un vide interprétatif où spéculation et attente s'entremêlent. Très vite, un lien s'impose dans l'espace public. Les accords énergétiques conclus avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025. Sans confirmation officielle, ces textes deviennent une clé de lecture. Ils offrent une explication plausible à la lourdeur des équipements et à la discipline sécuritaire observée. Pour de nombreux observateurs, cette chronologie n'est pas anodine. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit naturellement dans le récit. Ces prises de position répétées sur la souveraineté technologique et l'indépendance stratégique fournissent un cadre d'interprétation. Même en l'absence de déclaration directe sur le nucléaire, ces priorités redéfinissent la manière dont ces signaux sont lus à l'intérieur du pays comme à l'étranger. La question n'est plus seulement ce qui arrive, mais pourquoi cela avance ainsi, discrètement et sans balisage public. Pour mesurer l'effet immédiat de ces mouvements, il faut suivre ceux qui vivent au rythme des coupures. À Ouagadougou, un technicien de quartier raconte avoir vu un convoi passer à l'aube, précédé d'agents fermant la route quelques minutes avant son arrivée. Le bruit sourd des remorques, la précision de l'escorte, puis le silence total après le passage ont laissé une impression durable. L'opération ne ressemblait pas à une réparation ordinaire. Dans une zone périphérique, une commerçante décrit une scène similaire au crépuscule. Des conteneurs scellés, sans marquage visible, avancent lentement, encadrés par des véhicules aux vitres opaques. Pour elle, l'épisode a interrompu une journée de coupures habituelles et ouvert une brèche mentale. Si des machines arrivent ainsi, alors quelque chose d'inhabituel est en cours. Ce n'était pas
une certitude, mais une possibilité nouvelle. Ces récits ne prouvent rien par eux-mêmes. Ils montrent toutefois comment, avant toute annonce officielle, une perception collective se forme. Les témoins comparent, partagent, recoupent, les vidéos circulent, les discussions s'intensifient, l'atmosphère change légèrement, passant de la résignation à l'attente active. C'est là l'impact précoce le plus tangible. Même sans lumière supplémentaire, l'idée d'un mouvement structuré modifie déjà les comportements et les conversations. Quand l'ombre semble enfin bouger, la patience devient vigilance. Tout commence par une rupture de rythme. Pendant des années, les coupures ont imposé une routine prévisible, presque résignée. Puis soudain, les convois apparaissent. D'abord rares, presque anecdotiques. Ensuite plus fréquents. Toujours aux mêmes heures marginales, à l'aube, au crépuscule, parfois de nuit. Cette répétition marque le moment où tout s'active. Elle signale que quelque chose s'est mis en marche sans chercher l'attention publique. Très vite, la séquence s'intensifie. Les témoins parlant de passages rapprochés, parfois plusieurs dans une même semaine. Les itinéraires deviennent reconnaissables. Les destinations aussi. Des zones auparavant ouvertes sont progressivement entourées, puis fermées. Des périmètres se matérialisent, des gardes filtrent, les machines disparaissent derrière des portails scellés. Cette montée en puissance constitue le cœur du mouvement. Elle n'est plus compatible avec une simple opération ponctuelle. Elle ressemble à une préparation méthodique. Le contraste est frappant. D'un côté, un réseau électrique instable, marqué par des arrêts fréquents et des réparations visibles. De l'autre, une logistique lourde, disciplinée, presque militaire dans son organisation. Aucun discours ne vient relier ces deux réalités. Le silence devient une composante centrale de la stratégie observée. Chaque convoi ajoute une couche à ce mutisme organisé, renforçant l'impression d'un calendrier interne, invisible pour le public. À ce stade, les interprétations se multiplient. Certains évoquent des projets solaires renforcés. D'autres parlent de simples dépôts logistiques. Mais ces hypothèses s'effritent à mesure que la cadence se maintient. Les équipements transportés ne correspondant pas aux installations habituelles, leur volume, leur protection et leur répétition suggèrent une ambition plus lourde. C'est ici que les accords énergétiques précédemment signés prennent une nouvelle résonance. Le mouvement atteint son point le plus intense lorsque des renforts de sécurité sont signalés. Les routes sont brièvement bloquées. Les accès sont contrôlés. Les sites concernés gagnent en opacité. Cette chorégraphie précise ne relève pas de l'improvisation. Elle évoque une opération pensée sur plusieurs mois. Les observateurs extérieurs commencent alors à prêter attention. Les analyses régionales mentionnent un possible tournant énergétique. Le vocabulaire change. On parle moins de maintenance, davantage de préparation. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré devient un repère implicite. Sans déclaration directe, ses positions sur la souveraineté et l'autonomie technologique offrent un cadre de lecture. Le choix du silence, loin d'apaiser les débats, agit comme un amplificateur. Il alimente à la fois l'espoir d'une transformation rapide et la crainte d'une trajectoire opaque. Cette ambiguïté nourrit le pic narratif du processus. Puis viennent les premiers effets secondaires, les répercussions secondaires. Les vidéos circulent plus largement. Les discussions quittent les cercles locaux pour atteindre les plateaux régionaux et les briefings diplomatiques. Les entreprises commencent à spéculer sur un futur plus stable. Les citoyens réévaluent leurs attentes. Rien n'a encore changé concrètement dans l'approvisionnement électrique, mais la perception collective s'est déplacée. Cette séquence complète, activation discrète, montée contrôlée, répercussion diffuse, transforme un simple mouvement logistique en symbole. Elle montre comment, avant même tout résultat mesurable, une série d'actions coordonnées peut redéfinir l'horizon d'un pays habitué à l'obscurité. Pour commencer, le pays fonctionne sur un socle fragile. Moins d'un quart de la population dispose d'une électricité réellement stable. Une base qui décrit un système pensé pour gérer la pénurie plutôt que pour soutenir la continuité. Ce point de départ structure la vie quotidienne, limite la production et impose une dépendance généralisée aux solutions temporaires. À partir de là, chaque variation observable prend une valeur disproportionnée car le moindre déplacement peut annoncer un changement de logique. D'abord, un indicateur mesurable concerne l'accès lui-même. Lorsque moins d'un citoyen sur 4 bénéficie d'un courant fiable, cela signifie que la majorité vit sous des cycles d'interruption répétés.
Cette donnée ne se lit pas seulement comme un chiffre, mais comme un cadre. Ateliers contraints d'arrêter leurs machines, hôpitaux obligés de prioriser les urgences, écoles rurales incapables de prolonger l'étude après la tombée du jour. Le système est maintenu à flot, mais jamais stabilisé. C'est le point zéro à partir duquel toute évolution doit être évaluée. Ensuite, un autre indicateur éclaire la dépendance aux palliatifs. 3 citoyens sur 4 s'appuient sur des générateurs, des batteries ou des solutions improvisées pour compenser l'instabilité du réseau. Cette proportion décrit une économie de survie énergétique coûteuse et inefficace, où chaque litre de carburant et chaque panne supplémentaire grignote la capacité de projection à long terme. Dans ce contexte, l'arrivée d'équipements lourds, protégés et répétés rompt avec la logique habituelle des réparations rapides et visibles. Enfin, un troisième repère quantifiable provient de l'observation cumulative des convois. Sur plusieurs mois, des habitants ont recensé des passages réguliers de machines lourdes, souvent dans des créneaux similaires et vers des zones de plus en plus contrôlées. Pris isolément, chaque témoignage reste fragmentaire. Agrégés, ils dessinent un rythme continu, incompatible avec une opération ponctuelle. Ce décalage logistique, par sa durée et sa constance, suggère une préparation progressive plutôt qu'un simple ajustement technique. Ces 3 mesures, accès limité, dépendance massive aux solutions temporaires et cadence soutenue des convois, forment un faisceau cohérent. Elles ne confirment pas la nature exacte des infrastructures en préparation, mais elles déplacent la lecture du présent. On ne se situe plus dans la gestion quotidienne des pannes, mais dans une phase où le système semble chercher à changer d'échelle. Le contraste entre la faiblesse du point de départ et la lourdeur des mouvements observés crée un écart significatif. Les analystes qui suivent les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023 puis consolidés en 2025 interprètent en ce delta comme un glissement stratégique. Le Burkina Faso part d'une position extrêmement basse en matière de fiabilité électrique, mais les actions visibles montrent une discipline nouvelle. Sécurisation des sites, répétition logistique, absence de communication publique. Cette combinaison n'est pas habituelle pour des projets mineurs. Elle évoque une trajectoire pensée sur le moyen terme. C'est dans cet écart mesurable que la figure d'Ibrahim Traoré est souvent évoquée par les observateurs. Ses discours sur la souveraineté technologique, mis en regard de ces données, offrent une grille de lecture où le silence devient un outil plutôt qu'un vide. Cet écart ne se résume pas à des chiffres. Il traduit une intention possible de sortir du cycle de l'improvisation énergétique. Ainsi, sans ajouter de faits nouveaux, la comparaison entre le point de départ et les variations observées suffit à déplacer l'hypothèse centrale. Le pays ne semble plus seulement colmater ses failles. Il donne l'impression de préparer un changement structurel encore invisible dans les foyers, mais déjà lisible dans les indicateurs disponibles. Les partisans de la transformation avancent d'abord un raisonnement logistique. Selon eux, la répétition de convois lourds, escortés et silencieux indique une rupture nette avec les pratiques habituelles. Dans un pays où chaque amélioration énergétique est généralement annoncée, cette discrétion suggère une phase préparatoire volontairement protégée. Ils soulignent aussi la concordance temporelle avec les accords énergétiques signés avec Rosatom en 2023, puis renforcés en 2025, qui prévoient précisément des travaux initiaux peu visibles pour le public. Pour eux, l'alignement entre textes existants et mouvements observés rend l'hypothèse d'un simple renforcement mineur peu crédible. Un second argument favorable repose sur la transformation des sites, les zones progressivement restreintes, les périmètres sécurisés et la discipline observée autour des accès évoquent une planification longue. Ce type d'organisation, rappelle-t-il, n'est ni nécessaire ni rentable pour des projets solaires ou thermiques classiques, souvent déployés de manière plus ouverte. La lourdeur des équipements et la constance du rythme renforcent, selon eux, l'idée d'un changement d'échelle assumé mais non communiqué. Face à cette lecture, les sceptiques formulent 2 objections majeures. La première concerne précisément l'absence de communication officielle. Ils estiment que le silence prolongé nourrit la confusion et empêche toute vérification indépendante. Dans un contexte régional sensible, cette opacité peut amplifier les rumeurs et créer des interprétations excessives, notamment à partir de vidéos citoyennes partielles et non contextualisées. La seconde objection porte sur la dimension géopolitique.
Les critiques rappellent que certaines analyses évoquent des fondations inhabituelles ou un prépositionnement stratégique sans preuve publique. Pour eux, relier automatiquement ces indices à une transformation nucléaire reste prématuré. Ils soulignent que des projets lourds peuvent aussi concerner des dépôts, des infrastructures intermédiaires ou des renforcements de réseaux sans implication stratégique majeure. La réponse factuelle consiste à rester strictement dans le champ des éléments observables. Le silence gouvernemental, bien qu'inhabituel, est cohérent avec une volonté affichée de limiter les pressions extérieures, souvent associées aux prises de position d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté. Quant aux inquiétudes géopolitiques, elles décrivent des perceptions, non des faits établis. Ce qui demeure vérifiable, en revanche, est la répétition méthodique des convois, la modification visible des sites et leur synchronisation avec des accords énergétiques existants. Ainsi, aucune lecture ne clôt définitivement le débat. Mais, mises côte à côte, les données matérielles tracent une trajectoire plus structurée que ne le suggère l'hypothèse d'une simple opération technique isolée. À ce stade, les indices cessent d'apparaître comme des fragments isolés pour former un schéma lisible. Les évocations d'images satellites dans des cercles restreints, les fondations nouvelles et les tracés inhabituels signalés par des observateurs régionaux déplacent le débat. Ces éléments ne correspondent ni aux projets solaires habituels, ni au renforcement thermique connu. Ils suggèrent une phase préparatoire d'un autre ordre, encore sans confirmation officielle, mais suffisamment cohérente pour modifier les grilles de lecture. Ce basculement change la perception internationale. Le vocabulaire évolue dans les analyses africaines et diplomatiques. On parle désormais de travaux préparatoires, de prépositionnement énergétique et de rééquilibrage potentiel. Les partenaires régionaux commencent à intégrer cette hypothèse dans leurs scénarios, tandis que d'autres gouvernements observent avec prudence l'émergence possible d'un nouvel acteur énergétique au Sahel. Le silence, auparavant perçu comme une absence, devient un signal en soi. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de convergence interprétatif. Ses déclarations répétées sur la souveraineté technologique, mises en regard de cette discipline silencieuse, renforcent l'idée d'une trajectoire volontairement contrôlée. Sans annonce spectaculaire, la dynamique observée imprime une direction implicite. À partir de ce moment, la question centrale se déplace. Il ne s'agit plus seulement de savoir si quelque chose se prépare, mais d'évaluer à quelle vitesse et avec quelles conséquences ce changement pourrait se matérialiser. Pour les institutions publiques, l'enjeu est immédiat. Les hôpitaux, dépendants de générateurs fragiles, fonctionnent aujourd'hui dans un régime d'urgence permanente. Chaque coupure impose des arbitrages, chaque panne ajoute un risque. Si les mouvements observés annoncent réellement une stabilisation future, même partielle, cela modifierait la planification des soins, la conservation des médicaments et la continuité des services essentiels. Les administrations locales, souvent paralysées par l'instabilité électrique, pourraient enfin envisager des horaires réguliers et des procédures moins improvisées. Du côté des entreprises, l'impact potentiel se lie en termes de prévisibilité. Les ateliers, boulangeries et petites manufactures ajustent actuellement leur production au rythme des coupures. Une énergie plus fiable, même limitée à certaines zones, permettrait de réduire les pertes, d'allonger les cycles de travail et de stabiliser les coûts. Les entrepreneurs interrogés ne parlent pas encore d'expansion, mais d'un seuil minimal de confiance. Dans ce cadre, les convois et les sites restreints fonctionnent déjà comme des signaux anticipés, influençant les décisions avant tout résultats concrets. Pour les ménages et les citoyens ordinaires, les conséquences sont plus diffuses, mais tout aussi profondes. La vie quotidienne est rythmée par l'incertitude. Étudier le soir, conserver des aliments, recharger un téléphone relève souvent de l'improvisation. L'idée qu'un changement structurel puisse être en préparation transforme l'attente. Les discussions de quartier évoluent, mêlant prudence et espoir. Même sans amélioration immédiate, la perception d'un futur possible modifie le rapport au présent. À l'échelle régionale, enfin, les répercussions dépassent les frontières. Les voisins sahéliens, confrontés à des défis similaires, observent attentivement la trajectoire du Burkina Faso. Pour le Mali et le Niger, proches des orientations de Ouagadougou, une montée en capacité énergétique pourrait renforcer l'idée d'un bloc plus autonome.
A l'inverse, des pays comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire s'interrogent sur les déséquilibres potentiels si un État enclavé accède à une énergie plus stable et stratégique. Ces lectures divergentes illustrent la portée géopolitique du mouvement. Dans ces 4 groupes, un élément revient. L'anticipation précède l'effet réel. Les convois n'ont pas encore apporté de lumière supplémentaire, mais ils ont déjà déplacé les attentes. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est régulièrement invoquée par les observateurs. Sa posture de souveraineté affirmée, combinée au silence institutionnel, renforce l'idée que les conséquences sont pensées sur plusieurs niveaux, du quotidien des foyers aux équilibres régionaux. Ainsi, les effets les plus tangibles à ce stade ne sont pas techniques, mais psychologiques et stratégiques. Les institutions évaluent autrement leurs contraintes, les entreprises recalculent leurs marges, les citoyens réajustent leurs espoirs et les voisins reconsidèrent leurs scénarios. Même sans confirmation officielle, la dynamique en cours agit déjà comme un facteur de transformation. On peut d'abord envisager une hypothèse prudente, la consolidation silencieuse. Si le rythme actuel se maintient sans accélération visible, les travaux observés progresseraient par étapes discrètes. Les périmètres resteraient contrôlés. Les convois continueraient à des horaires marginaux et aucune annonce majeure ne viendrait baliser l'avancée. Dans cette hypothèse, l'amélioration pour la population resterait indirecte à court terme, mais les signaux de préparation s'accumuleraient. Les partenaires étrangers observeraient prudemment, multipliant analyse interne et échanges discrets, tandis que l'opinion publique interpréterait chaque mouvement comme une confirmation implicite d'un projet d'envergure. On peut aussi envisager une trajectoire plus optimiste, ou une stabilisation accélérée. Si les infrastructures en préparation s'articulent rapidement avec le réseau existant, certaines zones pourraient connaître une réduction perceptible des coupures. Les hôpitaux diminueraient leur dépendance aux générateurs, les commerces prolongeraient leurs horaires et les services publics gagneraient en régularité. Cette amélioration partielle suffirait à renforcer la confiance intérieure et à crédibiliser, sur le plan régional, l'idée d'un Burkina Faso en transition énergétique réelle. Dans ce cas, les alliés sahéliens verraient dans cette trajectoire un modèle possible d'autonomie progressive. Et à l'inverse, une trajectoire plus pessimiste reste plausible. Si le silence persiste alors que la cadence logistique s'intensifie, les tensions diplomatiques pourraient monter. Les interprétations géopolitiques prendraient le dessus, alimentées par l'absence d'informations vérifiables. À l'intérieur du pays, ce flou renforcerait la polarisation entre partisans et critiques, transformant chaque convoi en sujet de controverse. L'incertitude deviendrait alors le facteur dominant pesant sur les décisions économiques et sur la perception internationale. Dans ces 3 trajectoires, un point commun apparaît. L'issue dépend moins de la présence des machines que de la gestion du temps et du discours. Si les autorités choisissent de cadrer progressivement les attentes, l'élan observé peut se traduire en stabilité. Si le décalage entre action et communication s'élargit, la méfiance risque de l'emporter. La question clé pour les mois à venir n'est donc pas seulement ce qui se construit, mais comment ce mouvement sera intégré dans une narration partagée capable de transformer des signes silencieux en horizons compréhensibles. Pour les jeunes, l'enjeu se lit d'abord dans le temps long. Beaucoup ont grandi avec une électricité incertaine, où étudier le soir dépend d'une batterie chargée à temps ou d'un générateur capricieux. La perspective, même lointaine, d'un réseau plus stable modifie la manière d'envisager l'avenir. Elle rend pensable une continuité dans l'apprentissage, l'accès aux outils numériques et la possibilité de projets qui dépassent l'improvisation quotidienne. Sans garantie immédiate, cette idée seule agit comme un moteur psychologique. Pour les petites entreprises et les travailleurs indépendants, l'impact potentiel est plus direct. Chaque coupure représente une perte sèche, un arrêt de production, parfois une journée entière compromise. Les signaux observés, convois, sites sécurisés, disciplines logistiques, n'apportent pas encore de kilowatts supplémentaires, mais ils déplacent les calculs. Certains artisans retardent des investissements par prudence, d'autres commencent à imaginer des horaires élargis ou des équipements plus ambitieux. La simple anticipation d'une énergie plus fiable réorganise déjà les décisions. Pour les agents des services publics, enfin, la question est celle de la planification.
Administration locale, écoles et centres de santé fonctionnent souvent en mode dégradé, avec des solutions de secours devenues la norme. Si une transformation structurelle se confirme, même progressivement, elle permettrait de penser autrement les priorités. Maintenance programmée, continuité des services, réduction des coûts liés aux palliatifs. Là encore, l'effet immédiat n'est pas matériel, mais cognitif. Dans ces trois groupes, une même dynamique apparaît. Les indices accumulés ne changent pas encore la réalité quotidienne, mais ils ouvrent un espace de projection. Ce glissement de la résignation vers l'anticipation constitue déjà une forme de transformation. Lorsque les attentes se déplacent, les comportements suivent souvent avant que les infrastructures ne livrent leurs premiers résultats. Pour que les signaux observés se traduisent en transformation durable, une trajectoire en plusieurs étapes s'impose, lisible à travers les mouvements déjà visibles sur le terrain. D'abord, il s'agit de la stabilisation ciblée du réseau existant. Les équipes nationales doivent renforcer les lignes les plus vulnérables et sécuriser les sous-stations critiques, afin de créer un socle capable d'absorber des infrastructures plus lourdes. On peut l'évaluer simplement. Une réduction progressive des coupures dans des zones pilotes mesurées sur plusieurs mois. Ensuite, il faut structurer les périmètres sensibles. Les sites associés au convoi doivent être organisés, protégés et coordonnés sans perturber l'activité civile. Cette phase se déroule en parallèle de la première et se juge à la continuité des opérations logistiques, sans interruption ni incident public. Elle permet d'éviter que la préparation technique ne devienne un facteur d'instabilité sociale. Puis vient la coordination bilatérale encadrée. Les partenaires techniques mentionnés dans les accords existants harmonisent leur calendrier avec les capacités locales afin d'éviter les décalages coûteux. Cette étape se mesure par la cohérence entre avancées matérielles et disponibilité des compétences nationales, garantissant que chaque progrès soit absorbable par le système. Enfin, la préparation institutionnelle et sociale s'impose. Les ministères, collectivités et services publics anticipent l'usage d'une énergie plus stable dans les hôpitaux, écoles et administrations. Cette phase doit précéder toute mise en service majeure et se juge à la capacité des institutions à planifier sans dépendance excessive aux générateurs. Dans cette séquence, la ligne suivie par Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur implicite. Sans annonce spectaculaire, la cohérence des gestes observés suggère une volonté d'avancer par paliers mesurables. Le succès de cette feuille de route dépendra moins de la vitesse que de l'alignement entre actions techniques, attentes citoyennes et lisibilité institutionnelle. On revient alors à ces scènes ordinaires qui ont ouvert le récit. Le technicien de quartier, arrêté à l'aube par un convoi silencieux. La commerçante, observant au crépuscule des conteneurs scellés glisser dans la pénombre. Ces images, banales en apparence, prennent désormais un autre sens. Elles ne sont plus de simples anecdotes, mais les premiers repères d'un possible changement d'échelle. Ce qui frappe, c'est la transformation du regard. Là où régnait une routine d'obscurité et d'adaptation forcée, s'installe une attention nouvelle. Les mêmes rues, les mêmes coupures, mais une autre lecture. Les témoins n'affirment rien. Ils attendent, ils observent. Cette attente active devient un signe en soi, révélateur d'un pays prêt à croire que l'immobilité n'est plus une fatalité. Dans cette transition silencieuse, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage symbolique, non par des discours spectaculaires, mais par la cohérence perçue entre paroles passées et gestes présents. L'espoir ne repose pas sur une promesse, mais sur une suite d'indices alignés, suffisamment crédibles pour déplacer les imaginaires. On peut résumer ce moment charnière en une phrase. Quand l'ombre bouge, tout devient possible. C'est cette bascule, fragile mais réelle, qui marque la fin de ce chapitre et prépare le suivant. À ce stade, le récit ne cherche pas à conclure, mais à ouvrir.